Cette émission vous est offerte par SAR Assurance Côte d'Ivoire. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Depuis son acquittement et sa libération par la Cour pénale internationale en 2021, Charles Blé Goudet sélectionne ses apparitions et ses déclarations publiques. Le général Delarue, tel que l'on a connu en 2010, semble avoir troqué son costume mobilisateur contre celui d'un apôtre de la paix. À 53 ans, Charles Blé Goudet prône ce qu'il appelle la renaissance politique, incarnée par une nouvelle approche pacifiste et inclusive. Mon rôle n'est pas de vous révolter. Parce que ce pays a été blessé. Ce peuple a été traumatisé. Le peuple que vous êtes, vous avez besoin d'un discours qui vous rassure. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a vu. Vous avez souffert. Moi, j'ai été transféré en prison. Je suis venu. Mon devoir, c'est d'accompagner ce processus de paix. Pour que vous, là, quand vous allez dans vos petits jobs, dans vos petits jossis, vous n'ayez pas la peur au cœur. C'est pourquoi je suis là. Vous avez réclamé votre paix est là. Pour autant, il n'a rien perdu de sa vigueur, encore moins de sa pugnacité. D'ailleurs, il est convaincu de son avenir politique en Côte d'Ivoire et travaille dur à cela. Je veux gouverner ce pays un jour. C'est pas un crime. Vous devez même m'encourager. Je le répète encore. Je veux gouverner ce pays un jour. Et je prendrai mon temps pour aller vers les Ivoiriens. Charles Blé Goudet ouvre ses portes à Vox Africa et aborde l'essentiel des sujets. Ses relations avec son ex-mentor Laurent Gbagbo, ses rapports avec le président Alassane Ouattara, ses ambitions politiques et la présidentielle de 2025. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec l'Afrique. Monsieur Blé Goudet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de recevoir Vox Africa, ça fait plaisir. On sait que vous êtes très bousculé, mais vous avez tenu à trouver du temps pour parler aux Africains. C'est notre télévision Vox Africa. Moi, je vous félicite pour tout le travail que vous faites pour l'éveil des consciences en Afrique, pour tenir les Africains informés que l'information par l'Afrique et pour l'Afrique elle-même. En tout cas, félicitations à toute l'équipe. Merci infiniment. Alors, est-ce que ça vous intéresse, Charles Blé Goudet, de savoir ce que les gens pensent de vous? Quand je dis les gens, ce n'est pas seulement vos compatriotes, ce sont les Africains en général. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Quand on est un homme public, que ce soit en politique ou en entreprise ou en affaires, le retour de l'opinion nous intéresse toujours. Et je ne fais pas exception à cette règle. Alors, figurez-vous que pour faire votre portrait, nous avons décidé de ne pas le confier, comme c'est souvent le cas à un journaliste qui va se mettre dans son bureau avec sa plume. Nous avons baladé notre micro dans plusieurs pays africains pour déjà savoir est-ce qu'ils connaissent Charles Blé Goudet et si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, je vous propose de regarder ces Africains qui parlent de vous et on revient et vous allez réagir. Avec plaisir. Voilà. Connaissez-vous cette personnalité? Oui, je connais cette personne. Je pense que c'est Blé Goudet, l'ancien ministre ivoirien. C'est Charles Blé Goudet de la Côte d'Ivoire. Oui, je le reconnais. Blé Goudet. Il s'agit de Charles Blé Goudet. C'est Charles Blé Goudet, l'ancien leader estudiantin en Côte d'Ivoire. Lui, c'est le célèbre Blé Goudet. Ministre de la Jeunesse au temps du président Laurent Gbagbo. C'est le président du parti COJEP. Bon, Blé Goudet, il n'est pas un homme politique en tant que tel, c'est un influenceur. Il s'est motivé en tout cas. C'est une bonne personne, franchement. Il a fait beaucoup de choses au temps du président Laurent Gbagbo. Qui a débuté la politique auprès de son père en politique, l'ancien président Laurent Gbagbo. C'est un grand homme. Il a beaucoup fait pour la jeunesse, pour la Côte d'Ivoire et peut apporter un plus à la politique ivoirienne. Vraiment comme un modèle pour la jeunesse. Il a tout fait contre vraiment les gens qui ont voulu renverser
pouvoir de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Un des responsables qui a géré un peu la jeunesse africaine, surtout la jeunesse de la Côte d'Ivoire. C'était un jeune dynamique qui avait de la fougue. Il arrivait à mobiliser, à haranguer la foule. Il a pu rassembler la jeunesse ivoirienne. L'espoir de la jeunesse à un moment donné. Il écoutait sa jeunesse et puis il était aimé par la population ivoirienne. C'est quelqu'un, il a le punch de la communication et il arrive facilement à impacter l'être humain en question par son savoir-faire concernant le côté politique et le côté social. Moi, je suis un peu découragé de lui. Voilà, parce que c'est plus le Blé Goudé qu'on a connu avant. Avant, on a connu Blé Goudé en tant qu'une personne engagée, une personne dévouée, qui meurt pour sa patrie. Mais actuellement où nous sommes là, la Côte d'Ivoire est remplie de beaucoup de problèmes, beaucoup d'états. Et j'ai l'impression que toute la classe politique, surtout la classe de l'opposition, est toujours la bouche bée là-dessus. Et nous, on connaît Blé Goudé. Nous, on sait que c'est quelqu'un là. Les trucs ne restent pas dans son ventre. Mais depuis son retour de la CPI là, on voit qu'il y a beaucoup de trucs dans son ventre qu'il ne peut plus parler. Donc, il n'a qu'à se réveiller quoi. Et c'est quelqu'un de très loyal. Parce qu'il y en a, dès que le bateau chavire un peu, il quitte la barque. Mais il est resté avec son mentor. Il a cru en ses convictions. Il a été avec Laurent Gbagbo pendant toute cette lutte-là, même si aujourd'hui, la relation entre les deux, le père et le fils, ce n'est plus trop ça. Les autres Africains l'admiraient comme un jeune engagé qui travaillait et qui œuvrait pour le bien-être des jeunes et pour le développement de son pays et de l'Afrique. C'est un modèle pour nos jeunes, c'est un modèle pour ceux des Africains qui aspirent à la politique. C'est un monsieur quand même qui est très impressionnant à travers ses actes concernant le développement et aussi l'apaisement social, du climat social au sein de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui mérite d'être une source d'inspiration pour les jeunes Africains, ceux qui veulent faire carrière dans la politique en tout cas. Nous pensons que vraiment c'est un jeune qui, s'il parvient à être le président de la Côte d'Ivoire, il va changer beaucoup de choses. L'africanité dont nous cherchons, dont nous voyons, dont nous demandons chaque jour que Dieu fait, nous pensons que vraiment il pourra les ramener en Côte d'Ivoire. Tous les acteurs politiques ont besoin de lui. Il peut faire leur affaire aussi, mais il n'a pas le statut d'être comme créer un parti politique à lui. Aujourd'hui, il veut présider la Côte d'Ivoire par rapport à l'élection prévue l'année prochaine. Ça ne sera pas facile, mais la C4 a joué. Je pense que Blé Goudé devrait prendre sa retraite. Il ne devrait pas revenir encore pour être candidat en 2025. Il peut être un candidat idéal si seulement il marche de la même manière qu'il avait marché auparavant. Son impact était positif et après la suite, voilà, négatif. Je sens que ce monsieur a toujours quelque chose à donner, à apporter à la jeunesse et à la population de la Côte d'Ivoire. Il a un parcours très enrichissant et c'est le genre d'homme dont nous sollicitons, du moins la jeunesse souhaite toujours voir pour être représenté au haut sommet. Maintenant, est-ce qu'il sera prêt à affronter les défis qui seront visibles en Côte d'Ivoire l'année prochaine? On attend de voir. Voilà, Charles Blé Goudé, on a fait le tour. Et qu'est-ce que cela vous inspire, ce que vous venez de suivre? Non, d'abord que tout le combat qui a été mené durant toutes ces années, tout ce combat a été suivi de la plupart des pays africains. C'est d'abord le plus important. Ma personne n'est pas importante. Les échos ont traversé les frontières de la Côte d'Ivoire. C'était l'objectif qui était là. Bien sûr. Il y a des avis partagés. Et c'est ça qui fait l'action humaine. Dès l'instant où vous agissez et que votre action prend place dans l'ère publique, évidemment, les avis seront toujours partagés. Même Jésus-Christ, il y en a qui le suivaient, il y en a qui le combattaient. Qui suis-je? Et à partir des critiques qui sont formulées, je vais essayer d'améliorer ce que je viens d'écouter et qui étaient mes limites ou mes faiblesses. Alors, je peux vous rassurer qu'on n'a pas trouvé, en tout cas dans les pays francophones, quelqu'un qui ne vous a pas reconnu tout de suite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un aura, il faut le reconnaître, qui transcende vraiment les frontières de la Côte d'Ivoire. Alors, parmi les intervenants, il y a quelqu'un qui a dit « ce n'est plus le même ». Est-ce que c'est vrai, Blé Goudé? Est-ce que Blé Goudé a changé? Il a vraiment remarqué que ce n'est plus le même. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que la situation n'est plus la même. Nous étions en guerre
de 2000 jusqu'à 2011, année au cours de laquelle j'ai dû sauver ma vie et ensuite envoyé à la DST, la direction de la surveillance du territoire, où j'ai fait 14 mois en détention isolement. Ensuite, un procès pendant de longues années à la Cour pénale internationale. Je reviens dans un pays que j'ai laissé derrière moi pendant plus de 11 ans, 12 ans. Et je dois avoir un regard d'observateur pour m'adapter à la situation actuelle et puis en sortir une démarche. Je comprends que les gens veulent voir le Bleu Goudé avec la casquette, le jeune qui avait 28 ans, 30 ans, non, c'est tout la même. Et je vois que la plupart des gens m'appellent jeune. Moi, j'ai 52 ans maintenant, je ne suis plus jeune. Mais en Afrique, vous savez, vu l'âge de ceux qui dirigent certains pays africains à 52 ans, on dirait que vous êtes très jeune. Hein? Ça, il faut le Donc, dire. une action politique est un compte des contextes, est un compte d'un environnement, est un compte de réalité. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes durs, comme il a dit, ou d'hommes mous. L'Afrique a besoin d'un leader qui sait appréhender les besoins actuels de l'Afrique pour pouvoir positionner ce continent qui a toute sa place dans le concert des nations. Mais est-ce que vous avez confiance que ce qui a fait votre force, votre notoriété, c'était justement ce côté tribun, ce côté engagé, je dirais même vindicatif, et qu'aujourd'hui, certains puissent être déçus? Parce que justement, même de l'extérieur, on a l'impression que le nouveau Blé Goudé est totalement différent. Est-ce que vous comprenez ceux qui sont dans cette posture-là? Je les comprends. Et ceux que vous n'avez pas écoutés et qui sont silencieux, qui sont aussi la majorité, c'est ceux-là qui apprécient la posture actuelle que j'ai, mais qui n'ont pas souvent droit au micro. Cela ne veut pas dire que je néglige le point de vue de ceux qui estiment que je devais continuer d'être vindicatif. Je pense que les Chinois n'ont pas été vindicatifs. Aujourd'hui, ils sont au sommet du monde. Je pense que notre Afrique n'a pas besoin de trop bavarder. Ce que tu exposes, t'exposes. J'ai tiré beaucoup de leçons de ce que nous venons de vivre. Le plus important, là où on m'attend, où on doit m'attendre, c'est au résultat. Le résultat, c'est d'abord, en tant qu'Ivoirien, comment je me bats pour que je sois un dirigeant qui puisse apporter des réponses aux préoccupations des Ivoiriens, premièrement. Deuxièmement, les défis mondiaux aujourd'hui au niveau international. Comment nous positionnons notre Afrique. Comment nous allons donc conjuguer nos efforts, comment nous allons mutualiser nos intelligences pour positionner notre continent, pour ne pas qu'on soit toujours à la traîne. Voilà, moi, mes objectifs. Pour le reste, quels sont les moyens, quelle est la méthode? Je pense que c'est celle-là qu'on ne partage pas. Voilà, donc c'est un changement stratégique totalement assumé. Donc il faut peut-être dire aux Africains de s'attendre à voir un nouveau Blé Goudé, beaucoup plus réservé, moins vindicatif, plus dans la stratégie et moins dans les effets d'annonce. C'est bien ça? Oui, il faut qu'ils sachent qu'au moment où j'étais vindicatif, mon pays était en guerre. D'accord. Deuxièmement, je n'étais pas président d'un parti politique. Aujourd'hui, que j'ai été vindicatif ou pas, est-ce qu'on est d'accord que le combat que mes amis et moi nous avons porté commence à faire ses fruits? Parce qu'au moment où nous, on était dans la rue, moi avec mon matelas devant les ambassades de France et dans la rue avec les jeunes Ivoiriens ici, les autres pays francophones me traitaient d'un petit voyou. Aujourd'hui, moi je suis content qu'avec le temps, tout le monde ait compris qu'on doit se battre pour l'Afrique. Pour se battre pour l'Afrique, on n'a pas besoin de se bander les muscles. Nous nous battons pour quoi? Nous nous battons pour que notre voix porte. Nous nous battons pour que nous puissions compter. Nous nous battons pour inverser la courbe. Un continent riche dont les populations sont pauvres. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'Afrique a connu déjà trop de martyrs. Aujourd'hui, elle n'en a pas besoin. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir des dirigeants dont les politiques puissent impacter et changer le quotidien de ses concitoyens. C'est sur cela que je travaille. Alors, on va venir sur la politique ivoirienne tout à l'heure, mais pour sortir de cette première phase, vous savez aussi qu'il y a des critiques qui estiment que le régime en place vous aurait un peu domestiqué et que si Blé Goudé est devenu plus tempéré et tout, c'est parce que justement le régime en place a réussi, soit par la contrainte, par la peur, par la menace ou par tout autre moyen. Moi, je ne connais pas la peur. Ouais. Vous savez, avant de porter des critiques contre quelqu'un, il faut d'abord interroger son histoire. Qu'est-ce qu'il a traversé?
à quoi il a survécu. Survivre à une détention très prolongée, très longue, en isolement, et garder toujours ses convictions, ce n'est pas évident. Deuxièmement, survivre à la Cour pénale internationale, avec toutes ces procédures longues, lentes, cette machine judiciaire, connue pour être avare en libération de ces détenus, y survivre, on mérite du respect. Surtout qu'on a été acquitté après, ça veut dire qu'on a... Oui, je n'ai pas été gracié, je n'ai pas été amnistié. Ce n'est pas par pitié que je sors de la CPI. J'ai gagné mon procès. Je gagne mon procès avec qui? Avec des jeunes Africains, avec qui j'ai fait les bancs ici à l'université d'Abidjan. C'était toujours ma philosophie de démontrer que le meilleur n'est pas ailleurs, qu'on peut être africain et puis aller à la CPI et gagner un procès. Et je pense que c'est cela qui est le plus important. Et c'est ce que moi, j'ai essayé de faire. Quand je sors de là, je suis condamné en Côte d'Ivoire pour les mêmes faits pour lesquels j'ai été acquitté à La Haye. On me condamne à 20 ans ici. C'est qui juridiquement ne tient pas la route? Juridiquement, ça ne tient pas la route, nen bis in idem. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre ou condamner quelqu'un ou le juger pour des faits pour lesquels il a déjà fait l'objet d'un jugement, surtout qu'il a été acquitté. Pour le reste, c'est des manœuvres politiciennes. Mais est-ce que... Moi, le pouvoir d'Abidjan ne m'a pas domestiqué. Je viens en Côte d'Ivoire, un peuple qui sort de guerre, un peuple qui est traumatisé, qui a besoin qu'on puisse apaiser son esprit, qu'on puisse soigner ses plaies et ses cicatrices. Voilà ce qu'est mon pays et mon peuple. C'est différent des autres pays. Donc on ne peut pas tout comparer. Alors en tant que leader, qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce que c'est le fait que je sois un héros, un brave qui compte pour moi? Ou est-ce que c'est parce que je sois en harmonie avec mon peuple que je porte sa voix, qu'il ne me voit pas comme quelqu'un qui fait peur, mais quelqu'un qui a compris qu'il faut aller auprès de ce peuple, l'apaiser. Et ce sont ces tournées que moi je fais. Je ne cherche pas à me comparer à qui que ce soit. Je ne cherche pas à être brave. Je cherche à apporter des solutions aux problèmes de mon peuple. Au bout du compte, on fait la politique pour qui? On fait la politique pour le peuple, pour les populations. Et c'est auprès de ces populations-là que je suis. Celui qui parle ainsi, qui a besoin d'un homme fougueux, encore ici en Côte d'Ivoire, c'est qui n'a tiré aucune leçon de notre histoire récente. Notamment politique récente. Alors Charles Blé Goudé, vous avez parlé tout à l'heure de manigance politique. On constate quand on regarde que vous étiez 4 qui étaient dans cette situation post-crise électorale. 3 ont été graciés. L'ancien président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo également a été gracié. Elle a été amnistiée. Amnistiée carrément, oui. Mais vous, rien du tout. Qu'est-ce qui peut justifier ce 2 poids 2 mesures? Voilà donc la réponse à ceux qui disent « Ah oui, il a été domestiqué par le pouvoir d'Abidjan ». Il y en a qui disent même qu'il a été corrompu. La réponse se trouve dans cette question que vous posez. Nous étions 4 à faire l'objet d'un mandat d'arrêt à la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo, que nous soutenions, l'ex-première dame Simone Gbagbo, le commandant de la garde républicaine de Boblé Bruno, le général, et moi-même. La première dame Simone Gbagbo, elle a été amnistiée, son compte est dégelé, son parti politique a son récépissé. Le président Laurent Gbagbo, il est gracié, son compte est dégelé. On lui a fait le rappel de toute sa rente viagère en tant qu'ancien président. Le général de Boblé, il est gracié. Moi, Charles Blé Goudé, je ne suis ni gracié, ni amnistié. Non, mon compte est encore gelé. On refuse même de donner un récépissé à mon parti politique. Et puis, ironie du sort, c'est mon contrat de celui qui est domestiqué. Mais pourquoi vous, Charles Blé Goudé? Parce que quand on prend même de manière hiérarchique, vous êtes parmi les 4 celui qu'on devait considérer comme le moindre mal. Pourquoi est-ce que c'est sur vous que l'acharnement persiste? Je veux avoir votre avis personnel. Il faut plutôt demander et poser la question à ceux qui font ce traitement à géométrie variable. Moi, je n'étais qu'un soutien au président Laurent Gbagbo. Ceux que je soutenais sont amnistiés ou graciés. Ils ont tous leurs droits et moi pas. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Il faut interroger ceux qui agissent ainsi et non moi. Moi, je suis celui qui subit. Moi, je suis une victime de cette politique. Non, moi, j'ai aucun avis à mettre là-dessus. Je trouve simplement que ce n'est pas juste. Est-ce que ce n'est pas parce que vous représentez un peu l'avenir? Je veux dire, le président Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Gbagbo ou le général Blé, ils sont plus vers la sortie que vous,
qui n'avait que 52 ans, faut-il le rappeler, et qui pouvait avoir encore. Est-ce que ce n'est pas peut-être ça? Non, mais moi, je vous dis merci de me donner une piste de réflexion. Parce que, voilà, et moi, je vous dis merci. Moi, je laisse les gens, l'opinion juger, l'opinion s'approprier cette question, qui n'est pas du tout logique. Et c'est ceux qui bénéficient des largesses du pouvoir, qui sont graciés, c'est leurs partisans qui disent non, mais Blé Goudé, c'est un traître. Et je trouve quand même que c'est marrant tout cela. Il n'y a aucune logique là-dedans. Est-ce que je représente seulement un danger pour le pouvoir? Peut-être même pour aussi mes anciens compagnons, qui eux aussi se réjouissent de ce que je vis. Mais je suis un combattant. Depuis que je suis étudiant, moi j'ai appris à me battre. Depuis que je sors du ventre de ma mère, elle est décédée en couche, moi je suis un combattant né. Et ma vie n'est pas dans la main d'un individu ou d'un être humain. Ma vie est dans la main de Dieu. Et moi je ne suis pas de celui qui accuse toujours les autres d'être à la base de ces malheurs. Je veux apprendre à la jeunesse africaine à se prendre en main, à se remettre en cause, à évaluer le chemin parcouru et à réajuster le fusil d'épaule. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà ce que je peux vous dire. Pour le reste, mon avenir est dans ma main, mon avenir est dans la main de Dieu. Est-ce que je suis en harmonie avec les populations africaines et ivoiriennes? C'est ce qui compte pour moi. Les manœuvres politiciennes ne peuvent pas du tout faire dévier ma trajectoire politique. Alors Charles Blé Goudé, je ne suis pas le seul journaliste qui va vous poser des questions. J'ai des confrères qui, à travers justement Internet, vont également me poser des questions. Je vous propose de prendre tout de suite la première question. Elle nous vient d'un confrère du Cameroun. Charles Blé Goudé, bonjour. Je suis Serge Alentour, rédacteur en chef Equinox Télévision et Radio. Permettez-moi de revenir sur la crise post-électorale qui a secoué votre pays pendant plusieurs mois. Cette crise qui a conduit à la mort de plus de 3000 Ivoiriens et 150 femmes ont été violées selon un rapport de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Cette crise, Charles Blé Goudé, si vous étiez donné comme ça de revoir le film, est-ce que vous vous dites, si c'était à refaire, je le referais, ou bien vous regrettez tout simplement les actes qui ont été posés? On vous écoute. Alors, il fait un bilan. Là, vous faites un bilan de la crise ivoirienne à partir des rapports d'organisations non gouvernementales. Vous donnez le nombre et vous revenez sur la guerre que mon pays a vécue. Et puis, vous me demandez si les actes que j'ai posés étaient à refaire, est-ce que j'allais les refaire? Vous m'accusez. Or, le FIDH a envoyé ses rapports à la Cour pénale internationale. Human Rights Watch a envoyé ses rapports à la Cour pénale internationale. Ils ont même envoyé un représentant qui était un témoin contre moi. C'est après analyse de tous ces dossiers dont il vient de parler que la justice internationale, dont je ne connais pas les juges, arrive à la conclusion que ce monsieur, il faut l'acquitter. Il n'est pas responsable de ses morts. Il faut qu'il, en tant que journaliste, il continue maintenant ses recherches pour savoir d'où tout cela est venu. Ça, c'est la culpabilité. Ça, c'est la vérité judiciaire. Mais moi, avant d'être un homme politique, je suis un être humain. On fait la politique pour les humains. Mes compatriotes sont morts. Qu'ils soient du camp Ouattara, du camp Bédié, du camp Gbagbo, ce sont des Ivoiriens qui ont trouvé la mort de manière brutale. Je m'incline devant leur mémoire. Et je dis, plus jamais ça. J'ai été un acteur majeur de la crise qui a secoué mon pays. Même si je n'ai pas été coupable, ma responsabilité est engagée à un niveau très élevé. C'est pourquoi, parmi tous les politiques ivoiriens, je suis celui qui a été avec le président Gbagbo à la Cour pénale internationale. Nous sommes 30 millions d'Ivoiriens, on était 2 à la Cour pénale internationale. Quand je reviens, vous voyez donc pourquoi je ne fais pas ce que les uns et les autres auraient voulu que je sois vindicatif. Parce que là, on parle de mort d'hommes. On aurait même attendu. Des familles ont perdu leurs enfants, des orphelins, des veufs, des veuves, des atrophiés, des gens qui hier étaient des tuteurs, qui aujourd'hui
sont des sous-couverts et ont perdu leur emploi. C'est vers ces personnes-là que je vais pour les apaiser, pour demander pardon à ceux qui ne m'ont pas compris hier. Eux aussi me demandent pardon. Et nous tirons les leçons de notre passé. On essaie de tourner cette page pour construire une Côte d'Ivoire nouvelle, parler d'espoir, parler d'avenir. Ce qu'il faut donner aux Ivoiriens aujourd'hui, ce n'est pas forcément leur rappeler leur plaie. Non, c'est de leur redonner espoir. Mais leur dire qu'il est encore possible de construire une nouvelle Côte d'Ivoire ensemble dans le respect de nos différences. Mais vous savez, Charles Blé Goudé, qu'il va être difficile de passer ça d'un revers de la main et on ne pourra pas avoir l'apaisement ou la réconciliation sans avoir au moins une justice. Parce que si vous êtes acquitté, s'il est établi aujourd'hui, comme cela a été le cas, que ce n'est pas de votre faute, c'est la faute à qui? Parce que finalement... Mais cette question, vous savez à qui il faut la poser? Non, je veux... Et à la justice ivoirienne, et à la justice internationale. Vous savez, la société est conçue de sorte que chacun a son rôle. Moi, je suis parmi ceux qu'on a appelés les suspects. J'ai été sur le banc des accusés pendant plus de 8 ans. 82 témoins ont défilé là devant moi, devant toutes les caméras du monde entier. Vous avez aussi couvert ce procès. En conclusion, la justice dit que je ne suis pas responsable. Ce n'est pas à mon rôle de rechercher les responsables. C'est à cette justice qu'il incombe de continuer son travail et ne pas l'arrêter sur Charles Blé Goudé. Mais justement, on se sera attendu à ce que vous repreniez ce combat, Blé Goudé, après être sorti. Non, il y a un fait qui reste, c'est que des Ivoiriens sont morts. Mais ça, ce n'est pas mon rôle. Les Ivoiriens sont morts. Mais ça, ce n'est pas mon rôle. Alors, il y a une institution qui est à la recherche des coupables des morts, qui est à la recherche des coupables d'une situation qui a endeuillé un pays, estime qu'il y a 2 personnes ou un clan qui est à la base de cette situation malheureuse. On nous met face à la justice internationale. Plusieurs années après, conclusion est tirée, il faut les acquitter, ils ne sont pas les responsables. Mais c'est à cette institution de continuer son travail si elle veut être crédible. Ce n'est pas à moi. Pourquoi vous voulez me donner tout ce rôle? Ce n'est pas mon rôle, ça. Est-ce que ça ne contribuerait pas, parce que ça m'amène à la question de la réconciliation, est-ce que selon vous, Charles Blé Goudé, aujourd'hui, vous êtes de retour en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo aussi, vous avez parlé de l'ex-première dame Simone Gbagbo, on a vu aussi des retours d'exilés. Est-ce que selon vous, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est réconciliée? Est-ce qu'on peut aller... C'est que moi je constate, les batailles que je constate depuis que je suis arrivé sont plus à l'intérieur des machines politiques. Je fais le tour de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que les Ivoiriens sont contents de leur situation actuelle. Quand on parle de la situation sociale, la situation économique, le pouvoir d'achat, voici ce qui préoccupe les Ivoiriens aujourd'hui. Voilà, l'augmentation des factures d'électricité, de l'eau courante, le pouvoir d'achat qui baisse, la cherté de la vie. Voici autant de questions qui préoccupent les Ivoiriens. En ce qui concerne la crise post-électorale, c'est vrai qu'il y a eu tout ce que vous venez de décrire. Mais les Ivoiriens, ils cherchent plutôt à tourner cette page. Et je peux vous dire que cette volonté existe. Maintenant, il appartient de mettre aux autorités de mettre en place le mécanisme qu'il faut pour pouvoir résorber cette situation. Et vous pensez, ça fait quand même plus de 10 ans que le régime Ouattara est là, il y a un ministère de la Réconciliation qui avait été mis en place et tout. Est-ce qu'au bout de 10 ans, on devrait être encore en train de chercher les mécanismes? Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance quelque part? La crise a été tellement grave, cher monsieur. On n'est pas en train de décrire une petite grève qui a eu lieu dans une entreprise. On parle de mort d'homme. Cette crise elle-même a duré plus de 10 ans. Si elle a duré pendant plus de 10 ans, elle ne peut pas se résoudre en 5 ans ou à 3 ans. On ne sort pas d'une guerre comme celle-là, comme on sort d'un dîner gala. Ça peut prendre du temps. L'Europe a pris du temps pour se reconstruire. En sortant des 2 guerres. 14, 18, 39, 45. Donc la Côte d'Ivoire, vous avez vu que le mur de Berlin est tombé en 1990. Mais les conséquences ont suivi après. La Côte d'Ivoire a besoin de temps pour se reconstruire. Alors, il faut maintenant que les hommes politiques soient courageux pour essayer de se retrouver autour de table, adresser les questions sensibles et ne pas les fuir. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin seulement aujourd'hui d'un président de la République. La Côte d'Ivoire a besoin d'un leader qui peut rassembler les Ivoiriens de nouveau, pour leur faire oublier cette triste page de son histoire récente.
Alors, je vais prendre une autre question d'une consoeur, cette fois-là de la République centrafricaine. Je vous invite à la découvrir. Je m'appelle Pamela Epiphanie Yannick Doumiadoté, journaliste au réseau des journalistes pour le droit de l'homme en Centrafrique. Ma question est celle-ci, Monsieur Charles Blé Goudé, après tout ce que vous avez eu à traverser, dites-nous pourquoi est-ce que vous continuez dans la politique? Une question assez brève et Oui, directe. Elle est très directe. Elle me demande pourquoi je continue après tout ce que j'ai traversé. Ouais. Les détentions, les humiliations, tout ce qu'on peut imaginer qui a été humainement terrible. Oui, parce que je peux être fatigué, je me repose. Je peux avoir soif, je demande de l'eau à boire. Je peux avoir faim, je demande à ce qu'on me donne à manger. Jamais je n'abandonne. Mais jamais je n'abandonne. C'est quoi vos carburants? Qu'est-ce qui vous donne la force? Parce que ce sont mes convictions et c'est le projet que je porte pour mon pays d'abord, ensuite pour l'Afrique. J'ai mal qu'un continent comme le nôtre, qui a toutes les ressources, et sur un continent sur lequel tout le monde est d'accord que c'est un continent d'avenir, mais qui lui-même n'est pas conscient de ce qu'il est et de ce qu'il a. Un peu d'estime de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Et l'Afrique fait un boom. Pour ce combat, je suis prêt à endurer beaucoup de choses, plus même que ce que j'ai déjà enduré. Nous avons lu dans les livres ceux qui ont façonné notre histoire et nous ont fascinés. C'est bien notre tour de prendre la relève. Pour prendre la relève, ça ne se fera pas comme un couteau dans du beurre. Ça se fera avec des difficultés. C'est dans les difficultés qu'on se construit. Tout ce qui s'obtient facilement se perd facilement et n'a pas de valeur. Je veux que les jeunes Africains se lèvent. Je veux qu'ils soient eux-mêmes prêts à endurer ce qu'il faut. Même pour aller au paradis, la mort intervient d'abord. La liberté est chère. L'indépendance est chère. Nous voulons notre souveraineté. Nous voulons être souverains. Mais il y a beaucoup à endurer. Parce que les anciens systèmes ne sont jamais à faciliter la tâche à ceux qui veulent changer les choses. C'est vrai que j'ai enduré beaucoup de choses, mais pas plus que d'autres. Moi, au moins, j'ai la vie. Et quand j'ai la vie, je vais la mettre au profit de mon peuple. Alors, parlons maintenant un peu de politique ivoirienne. Nous sommes en 2025, c'est l'année électorale, et vous avez dit que vous aspirez à diriger votre pays. Maintenant, on le sait, ça va être difficile. Comment est-ce que vous comptez procéder? Est-ce que déjà, vous voulez être candidat à cette élection présidentielle? Et si oui, comment comptez-vous procéder? J'ai créé un parti politique. Et quand on crée un parti politique, cela veut dire qu'on a une ambition de conquérir le pouvoir, le gérer. Pour le gérer, il faut être là où on prend les décisions. Et la mère des élections, c'est l'élection présidentielle. Je suis certes président d'un parti, mais un parti qui a des instances dirigeantes. Alors, au congrès dernier du COJEP, notre parti a décidé par son congrès de prendre part aux élections présidentielles de 2025. Est-ce que c'est Charles Blé Goudé? Est-ce que c'est le parti avec une autre personnalité? Tout le monde n'est pas figé sur ma personnalité. Ma personne porte certes la voix du peuple, mais il y a d'autres personnes. On a vu au Sénégal, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, c'est lui qui était le fer de lance de la lutte au Sénégal. Mais quand il a été rayé de la liste électorale, il n'a pas tout arc-bouté sur sa personne. Parce que le plus important, c'est qui peut porter notre voix. Aujourd'hui, son compagnon, l'actuel président Diomaye Faye, qui n'était même pas dans le starting block, est aujourd'hui président du Sénégal. Mieux, l'histoire de ces deux personnalités nous enseigne beaucoup. Le premier d'aujourd'hui peut être le dernier de demain. Et le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. À 10 jours des élections, ces deux personnalités étaient des prisonniers. Bien sûr. Personne ne les On voyait. les a libérés à une semaine à peu près des élections au Sénégal. Une semaine après, l'un au palais présidentiel, l'autre à la primature. C'est ça qui est la vie, elle est dynamique. Tout est dynamique. Pourvu que
vous ne puissiez pas abandonner à la première difficulté. C'est pourquoi nous pensons que nous avons encore toutes nos chances et nous avons notre temps. Moi, je n'ai aucune pression. J'ai 52 ans. Je n'ai aucune pression. Je continue de peaufiner mon projet avec mes amis. Je continue de partager mes idées avec les Ivoiriens. Parce que ce que nous cherchons ici, ce n'est pas un messie, Charles Blé Goudé. Non. Moi, je ne suis pas pour le messie. Nous cherchons une masse politique consciente. Consciente de ses responsabilités. Consciente de ses devoirs. Consciente de sa mission surtout. C'est à cela que nous voulons travailler. Et il y a des élections tout récemment au Ghana. Bien sûr. Il y a eu un ancien président. Mais il n'y a eu aucun bruit. Ce n'est même pas le premier qu'un ancien président est venu. C'est le fait qu'on a des règles qu'on respecte. Qu'on ne cherche pas à s'accaparer une commission électorale. Qu'on ne cherche pas à tricher. C'est le fait qu'il y a l'alternance, parce qu'il y a des règles. Vous voyez? C'est le fait qu'un président ne dise pas, mais s'il laisse le Ghana, je le laisse à qui? Comme si lui, tout se réduisait à sa personne. Mais là... Vous pensez que c'est le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est le cas généralement en Afrique, au-delà de la Côte d'Ivoire. Oui, mais là, on parle précisément de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a quelques années, le président Ouattara avait annoncé vouloir transmettre le pouvoir à une nouvelle génération avant le décès d'Amadou Gon. C'était noble ce qu'il a dit. Et moi, j'ai applaudi. J'ai même fait un texte depuis la haie où j'ai félicité le président Ouattara. Mais la plupart de nos dirigeants sont pris en otage par leur entourage. Qui pensent à leurs petits intérêts tout de suite et qui disent non, le peuple a encore besoin de toi, on va faire des cérémonies d'hommage pour montrer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas tout ce qui est autorisé qu'on fait. Vous pensez que il y a ce qu'on s'interdit soi-même. Vous pensez qu'il est victime de son entourage? Vous pensez qu'il a été sincère quand il parlait de passer le pouvoir à une autre génération? Je n'avais aucune raison de douter de ce qu'il a dit. Je n'avais aucune raison de douter de ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il y a une cohérence? Parce que si Amadou Gon, malheureusement, est décédé, est-ce que ça veut dire que dans l'univers politique du RHDP, il n'y avait qu'Amadou Gon et qu'après ça, c'est une question interne. Je ne veux pas réécrire l'histoire et je ne veux pas m'ériger en procureur. Ce que je veux, que nos aînés comprennent, c'est que dans la vie, chacun vient, il joue son rôle. Il construit, il met sa brique, il part. Et puis celui qui vient reprend là où vous avez laissé. C'est comme ça que les grandes nations se construisent. Et comme ça, quand vous partez, vous maîtrisez vous-même votre agenda. Et nous ne pouvons pas nous subir à tout moment les conséquences des mauvais départs de nos dirigeants. Vous voyez ce que je veux dire? Savoir partir, c'est de l'art. Et cela permet au pays d'expérimenter d'autres compétences. Alors, c'est John Dramani dont vous parlez. Moi, j'étais au Ghana en exil. C'est un concours de circonstances qu'il a mis là. C'est en pleine campagne que le président Tamilis, perd son âme, est décédé. Bien sûr. Il a terminé le mandat, il était candidat, il a gagné. L'année qui a suivi, 4 ans après, en 2017, il a perdu. 8 ans après, il revient aux affaires. Il revient et puis Akufo-Addo est parti et le Ghana n'a pas brûlé. C'est ça qu'il faut. Et moi, j'imagine, j'ai ce rêve. Et je le sens. J'ai ce rêve qu'un jour en Côte d'Ivoire, un président sortant puisse remettre les charges à un président élu dans une atmosphère pacifique. Depuis la mort de Fouboigny, soit le président qui perd le pouvoir, il va en prison, ou on l'amène, on l'accompagne au cimetière, ou il est en exil. Je pense qu'on peut faire autrement. Ça peut se faire comme au Sénégal, ça peut se faire comme au Ghana. Et ces deux pays nous montrent que l'Afrique n'est pas condamnée à ce que... Mais Charles Blé Goudé, est-ce que la vision, est-ce que le rêve que vous avez n'est pas dans un esprit qu'on pourrait qualifier d'idéaliste? Parce que quand on regarde ce qui est en train de se préparer pour cette année électorale en Côte d'Ivoire, on est très loin de là. Parce que le président Laurent Gbagbo, même s'il n'est pas sur les listes électorales, est déjà déclaré comme candidat. L'ex-première dame Simone Gbagbo est déclarée comme candidate. Alassane Ouattara, c'est pas encore officiel, mais tout semble laisser croire qu'il va y aller, tellement ses partisans sont en train de lui demander. Donc on va avoir exactement les mêmes acteurs. Moi, je laisse chacun face à ses responsabilités. Et je regarde votre caméra. Pour 2025. Pour 2025, moi, je laisse chaque responsable politique, chaque leader, se regarder dans le miroir, se dire, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait, que je vais encore apporter? Mais surtout, qu'est-ce que je peux faire pour éviter une catastrophe encore à mon pays?
2010, c'était catastrophique. 2015, il y a eu encore des soubresauts. 2025, on a même pris la tête d'un être humain pour jouer au ballon avec. 2020. 2025, qu'est-ce qui nous attend encore? Pourquoi? Moi, je pense qu'il faut que toute la classe politique regarde dans le rétroviseur. Selon vous, Blé Goudé, pour qu'on soit pragmatique, Alassane Ouattara, Simone Gbagbo, Laurent Gbagbo, c'est du passé, ils doivent laisser. Ce n'est même pas à moi de le dire, ça se dit déjà. Vous l'attendez déjà. Mais je veux votre avis personnel. Moi, je suis prêt pour prendre le relais. Et je pense que dans la vie, il faut savoir passer les charges à une nouvelle génération. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président Gbagbo l'a dit. Le président Ouattara l'a dit. Pourquoi entre le dire et le faire, il y a tant de difficultés? Est-ce que c'est Pardon? Est-ce que c'est de là que vient votre discorde avec le président Laurent Gbagbo? Moi, je n'ai pas de discorde avec le président Gbagbo. Vous ne pouvez pas nous dire ça, Charles Blé. Moi, je n'ai pas de discorde avec le président Laurent Gbagbo. Lui, il en a certainement avec vous. Il faut lui poser la question. Mais vous, qu'est-ce qui a justifié le refroidissement entre vous, selon vous? Charles Blé Goudé, vous n'allez pas nous faire la langue de bois. C'est quoi le problème? Je ne fais pas de langue de bois. Entre Blé Goudé, je suis juste un Africain. Laurent Gbagbo. Je suis juste un jeune Africain qui refuse de se mettre en conflit avec un aîné, qui plus est avec un père, qui plus est avec un mentor. Cette question, j'ai décidé de ne pas en parler en public. Deuxièmement, ça peut arriver. Les relations humaines font partie des variables. Donc, il y a des hauts et des bas. Pendant les bas, pour savoir gérer tout cela. Et un enfant n'a jamais raison de son père. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est tout sauf politique. Mais est-ce que vous avez tout fait... ce que je peux vous dire, tout ce que moi je peux vous dire, c'est tout sauf politique. Est-ce que vous avez fait la démarche, Charles Blé Goudé? Parce que les Africains qui vous regardent veulent comprendre en réalité ce qui se passe. Est-ce que vous avez fait la démarche? Parce que vous avez un discours je vous arrête tout de suite. Qui est correct. Oui, je vous arrête tout de suite. Et je vais regarder cette caméra. Avant que je ne vienne en Côte d'Ivoire, je délègue tout le COGEP auprès du président exécutif du parti du président Laurent Gbagbo. Pour lui dire, je viens en Côte d'Ivoire le 26 novembre 2022. Le gouvernement ivoirien a enfin accepté que je parte. Alors quand je viens, je vais voir le président Gbagbo. Pourquoi je vais vers lui? Puisque la personne qui avait le téléphone du président Gbagbo ne répondait plus au téléphone. Cette phase est passée. Quand je viens en Côte d'Ivoire, je mène toujours la même démarche. On ne me répond pas. Je vais donc saisir la tradition africaine. Le président Laurent Gbagbo et moi, nous sommes de la même région. Je vais servir. Donc nous sommes des Gagnois. C'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Je vais donc voir le chef départemental des Gagnois, c'est-à-dire le chef des chefs de notre région, avec tout son staff. Je leur dis, est-ce que vous pouvez aller voir papa? Je veux le voir. Si je lui ai fait mal, je ne sais pas. Je peux entendre mes excuses, mais je veux le voir. Ils reviennent, ils me disent que tu ne lui as rien fait. Mais au moment opportun, il va te recevoir. Le moment opportun est toujours. Donc vous voyez donc que les Africains savent que j'ai mené la démarche. Et j'ai lancé un appel à la télévision ivoirienne, une chaîne ivoirienne ici qui est bien suivie. Bien sûr. Je n'ai pas fait de publicité. J'ai dit, tous ceux qui peuvent m'aider à mener cette démarche auprès de mon mentor, qu'ils le fassent. Voilà. Pour le reste, qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais Charles Blé Goudé, c'est quand même un épisode assez complexe à comprendre. Est-ce que vous n'êtes pas aussi victime, quelque sorte, du rapprochement avec Simone Gbagbo? On vous voit un peu proche de Simone Gbagbo. On vous a vu au congrès du mouvement des générations capables. On vous voit au sein d'une plateforme avec Simone Gbagbo et les autres. Est-ce que ça aussi, ça ne contribue pas à distinguer vos relations, surtout quand on sait ce qui se passe entre l'ancien président et sa désormais ex-épouse? À la Cour pénale internationale où nous sommes partis, le président Gbagbo et moi, quand vous prenez tout l'argumentaire du procureur de la Cour pénale internationale, il vous dira, Laurent Gbagbo donne les ordres à Simone Gbagbo, qui les transmet à Charles Blé Goudé et qui, à son tour, les transmet à la jeunesse. Je ne me suis pas rapproché de Simone Gbagbo. Notre histoire nous a mis ensemble. Nous avons subi la même histoire. Nous avons vécu la même histoire. Nous avons vécu la même difficulté. Et Simone Gbagbo, au-delà de moi, a impacté plusieurs jeunes Ivoiriens. Une histoire, on ne la travestit pas. Une histoire, on ne l'achète pas.
une histoire. Elle est vécue, elle a été construite dans la douleur. Et moi, je respecte Simone Gbagbo comme je respecte le président Gbagbo. Mais est-ce que c'est vous demande de faire un choix? Est-ce que ce n'est pas un père qui en veut à son fils d'avoir choisi sa mère au moment du divorce? Parce que vous avez dit tout à l'heure que le problème n'est pas politique. S'il n'est pas politique, il est peut-être personnel, il est peut-être privé. Mais là, je vous vois en train de m'amener à parler de cette situation dont je ne vais pas parler. Non, mais tout ce que moi je peux vous dire, moi, mon père, il était polygame. Chez nous, quand même vos frères décèdent, vos parents décèdent, les femmes viennent à la maison. Je grandis dans une famille où il y avait plusieurs épouses. Ben, ce n'est pas parce que votre mère a été congédiée que vous allez la fuir. Vous serez un fils indigne. Vous êtes dans la cour de bain, vous allez toujours voir maman. Votre présence à ses côtés peut la consoler. Simone Gbagbo a trop souffert, s'il vous plaît. Et je lui dois ça. Et les Ivoiriens lui doivent ça. Pour le reste, ce sont des questions qui peuvent être réglées et qu'on ne doit pas faire des mélanges des gens. Qu'est-ce que vous pensez de sa candidature à elle, Simone Gbagbo? Puisqu'aujourd'hui c'est acté, son parti a décidé à la convention où vous avez participé qu'elle devrait être candidate. C'est comme si vous demandez à Didier Drogba pourquoi il veut participer à une compétition internationale. C'est comme vous demandez à Samuel Eto'o pourquoi il veut participer à une compétition internationale. Non, je demande à Blé Goudé ce qu'il en pense. Donc je veux dire que Simone Gbagbo, elle est politique dans l'âme. Oui. Sa vie est politique. Elle n'a pas une autre vie en dehors de la politique. Et donc, elle n'est pas sous le coup d'une condamnation. Elle est présidente d'un parti politique. Son parti lui a demandé à la convention d'être sa candidate. Elle est candidate. Est-ce que justement, et on va sortir peut-être un peu de là, est-ce que justement... Moi, elle ne m'a jamais demandé d'être membre du MGC. Ouais. Et ça me fascine, ça. Elle me prend tel que je suis. Elle sait que je suis un garçon qui est jaloux de sa liberté. Elle me laisse mon espace. Et ça, c'est très important. Je lui laisse aussi son espace. Maintenant, il y a des moments où il y a des questions d'intérêt commun pour la Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons avec le PDCI-RDA, avec les autres partis politiques. Au sein de cette plateforme. Et on en parle au sein d'une plateforme. Ouais. Et chacun a sa liberté. C'est ça aussi la démocratie. Alors, Charles Blé Goudé, les observateurs sont inquiets. Moi, en tant que journaliste aussi, je regarde ça. Et je me dis, quelque part, comment on va faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire les mêmes gènes de la division de l'attention? On sait qu'il n'y a pas un moment plus tendu qu'une élection, notamment une élection présidentielle. Et le sentiment qu'on a, vu de l'extérieur et même un peu de l'intérieur, pour avoir échangé avec plusieurs Ivoiriens, c'est que de plus en plus, ça commence à bouillir. Il y a des tensions. L'opposition est contre le code électoral, contre la commission électorale, et on semble, du côté du pouvoir, être totalement sourd et même aveugle à ces cris-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de courir un nouveau risque d'exposer la Côte d'Ivoire dans une situation... Il est de notre responsabilité de faire en sorte de ne pas embarquer les Ivoiriens encore dans une aventure sans issue. Surtout qu'on connaît notre histoire récente. C'est pourquoi nous, au sein de la plateforme de l'opposition, nous avons proposé au gouvernement un dialogue pour décortiquer toutes ces questions et les discuter. Cela nous semble important. On ne peut pas aller comme ça à une élection sans qu'on ait fait l'inventaire. Ça, c'est important. Mais jusqu'à présent, c'est une fin de non-recevoir, Charles Blé Goudé. Les élections, c'est dans quelques mois. Le gouvernement n'a pas répondu immédiatement. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre. Nous allons insister pour leur montrer l'intérêt de telles assises, de telles discussions. Notre pays en a besoin. Notre histoire récente nous le commande. Et discuter ne veut pas dire qu'on est faible. Discuter ne veut pas dire qu'on est faible. Il ne faut pas attendre de discuter après des dégâts. Autant qu'on peut le faire, il faut le faire. Discuter avec ses opposants ne vous rend pas faible. Au contraire, ça vous rend fort. C'est pourquoi nous demandons encore au gouvernement d'accepter qu'on s'asseye pour parler, pour ne pas embarquer les Ivoiriens dans de telles difficultés. Alors, est-ce que, selon Charles Blé Goudé, l'opposition a une chance aujourd'hui? Parce que l'un des problèmes aussi qu'on relève, c'est que cette opposition est fractionnée. On a, si vous voulez, au sein du PDCI-RDA, qui est au sein de cette plateforme, une division ouverte entre Tidiane Tian et Jean-Louis Billon. On a effectivement Laurent Gbagbo qui aujourd'hui a sa nouvelle formation politique. On a le FPI qui est resté entre les mains de Pascal Affi-N'Guessan. On a Charles Blé Goudé, le COJEP. On a Simone Gbagbo et le mouvement des générations capables. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en ayant un taux de dispersion aussi élevé, l'opposition a une chance face à la machine que représente aujourd'hui le RHDP?
savez, les Ivoiriens n'ont pas besoin de faire de l'arithmétique. Voilà. Mais la politique aussi, j'arrive de la somme des partis politiques ou de la soustraction au Sénégal, il n'y avait pas qu'un seul candidat de l'opposition. Vous le savez très bien. Bien sûr. Ousmane Sonko et son équipe, avec Diomaye Faye, qui ont porté un projet qui a tenu compte des aspirations des Sénégalais, qui a tenu compte de leur quotidien, de leurs préoccupations. Les Sénégalais les ont plébiscités. Ils viennent encore de le faire aux législatives. Donc ce n'est pas une question de se regrouper. Est-ce que vous portez un projet qui tienne compte du quotidien, de ce pour qui vous parlez, de ce pour qui vous vous battez? Parce qu'on a l'impression qu'on se dit non, l'opposition est divisée. Ce n'est pas vrai. L'opposition sénégalaise était divisée. L'opposition classique, traditionnelle sénégalaise n'a pas soutenu Ousmane Sonko. Il a gagné les élections. Il y avait plus de 8 candidats. Voilà ce que je vais vous dire. Donc aujourd'hui, il faut travailler à ne pas seulement porter des sujets d'ordre général, mais porter des sujets qui adressent les questions qui se rapprochent du quotidien des Ivoiriens, de leurs aspirations. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on leur propose comme espoir, comme avenir? Nous voulons parler avec eux d'avenir. Nous voulons parler avec eux d'espoir. Nous voulons parler avec eux d'espérance. Nous voulons parler avec eux d'une nouvelle Côte d'Ivoire qui peut faire les choses autrement. Pas pour eux, mais avec eux. Ne pas les infantiliser. Tenir compte de leur point de vue, de leur participation. Nous sommes dans une démarche participative. C'est cela que les Ivoiriens doivent comprendre et choisir ceux qui tiennent compte d'eux. Je le dis, si je ne suis pas choisi demain, si je ne suis pas mis sur la liste électorale, je ne vais pas brûler la Côte d'Ivoire. J'attendrai, comme John Dramani a attendu, j'attendrai encore, puis un jour, les Ivoiriens comprendront qui ne se met pas en avant juste pour sa personne et qui est là pour eux. Ils auront le choix entre différents regards, différentes philosophies. Alors, je vais prendre une troisième question d'un confrère, et cette fois-là, c'est un compatriote à vous, c'est mon confrère Abdoulaye de la RTI, et je vous propose de répondre à sa question. Charles Blé-Goudé, bonjour, je suis Abdoulaye Koné, journaliste chez RTI 1. Vous ne le dites pas assez souvent, mais vos actes et votre ressentiment semblent vous trahir de plus en plus et au fil du temps. Vous avez longtemps espéré que l'ancien président Laurent Gbagbo vous passe le flambeau de son parti, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, qui est aujourd'hui le FPI de Pascal Affi N'Guessan. Dans l'intervalle, l'ancien président a créé le PPACI, jetant ainsi à l'eau tous vos espoirs de lui succéder à la tête de son parti, le Front Populaire Ivoirien. D'un autre côté, depuis votre retour de la haie, Charles Blé-Goudé, l'ancien président Laurent Gbagbo ne vous a jamais reçu, du moins officiellement pour ce que l'on sait. Vous êtes également absent de la liste électorale en Côte d'Ivoire. À moins d'un an de l'élection présidentielle, Charles Blé-Goudé, allez-vous faire allégeance au président Alassane Ouattara, lui qui est à l'écoute de toute la classe politique ivoirienne, pour ne pas dire de l'opposition? Elle vous fait sourire, la question de mon confrère Abdoulaye Koné. Non, ce n'est même pas la question. Là, celui qui m'interroge, je m'adresse à lui directement, si vous permettez. Bien sûr. Il est journaliste à la télévision ivoirienne. Pas une télévision privée, une télévision publique que nous payons avec nos impôts. Donc lui, son salaire, là, il le tient de nos impôts. Pourquoi il se donne tant de difficultés pour m'interroger? Ça fait 2 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne m'interroge pas à la télévision ivoirienne? Depuis que je suis arrivé, plusieurs chaînes de télévision, tant au niveau national qu'au niveau international, m'ont accordé des interviews. Il ne s'est pas donné de difficulté, c'est nous qui l'avons sollicité. Non, mais j'aurais voulu que lui m'appelle à la RTI, qu'il m'interroge, qu'on discute. Deuxièmement, ces suppositions ne sont pas la vérité. Il est ivoirien. Il dit que moi, je nourrissais l'ambition ou le rêve de succéder au président Laurent Gbagbo à la tête de son parti. D'abord, s'il est journaliste, vraiment, on ne peut pas succéder à un leader politique à la tête d'un parti dont on n'est pas membre. Je n'ai jamais été membre du Front Populaire Ivoirien.
je ne peux pas succéder au président du Front populaire ivoirien, qui est un parti dont je ne suis pas membre. Mais vous aurez pu adhérer. Non, mais je ne l'ai jamais fait. Et être l'héritier politique mais je l'ai jamais de Laurent fait. Gbagbo. Au moins, si je l'avais fait, il aurait dit que j'ai mené cette démarche d'adhésion au Front populaire ivoirien avec derrière moi le calcul politicien d'un jour succéder au président Laurent Gbagbo, ce que je n'ai jamais fait. Deuxièmement, le président Laurent Gbagbo était au pouvoir avec le Front populaire ivoirien. Si j'étais un opportuniste, comme il veut le faire croire, c'est en ce moment-là que je prenais ma carte. Je ne l'ai jamais fait non plus. Je n'ai rien contre le Front populaire ivoirien. Je n'ai jamais été membre du Front populaire ivoirien. Donc, à partir de son postulat qui est faux, tout le reste est faux. Et il conclut et dit pourquoi je ne fais pas allégeance au président Ouattara qui est à la tête. Il demande si vous allez le faire. Mais pourquoi le ferais-je? Je ne suis pas membre du RHDP. Moi, je ne suis pas un papillon politique. Mais on n'a pas besoin d'être membre du HADP pour soutenir. Vous savez bien qu'il y a des formations politiques. On a vu en 2020... Suivez bien son raisonnement. Suivez bien son raisonnement. Moi, je suis président d'un parti politique. Je veux qu'on respecte mes convictions. Tout le monde n'est pas obligé d'être RHDP. On peut gérer ce pays dans le respect de nos différences. C'est ce que je suis. Charles Blé Goudé. Je veux qu'on me prenne tel que je suis. Donc, tout ce qui se dit, ça n'a même pas de logique. Donc, un soutien à Alassane Ouattara, c'est inenvisageable. Bon, je vous dis, mais je suis président d'un parti politique. Mais Charles Blé Goudé, sa question n'est pas totalement incongrue. On a vu plusieurs présidents Il a fait un raisonnement. Comme le président Gbagbo ne vous reçoit pas et que vous n'avez pas réalisé votre rêve de lui succéder à la tête du FPI et qu'il a créé un autre parti politique, alors venez faire non. Comme le fleuve, je vais faire mon propre lit. Donc, je ne suis pas celui. Je ne suis pas celui. Écoutez-moi. Je ne suis pas celui qui va vers ce qui est déjà cuit. Je ne suis pas celui qui cède à la facilité. Je veux me construire. Ça peut prendre du temps. Mais au moins, c'est ma construction avec mes amis. Nous avons un idéal. Et je ne prendrai pas des raccourcis, s'il vous plaît. Mais Charles Blé Goudé, vous pouvez aussi répondre simplement à je viens la de question répondre. en me disant je ne soutiendrai jamais Ouattara. Moi, je ne parle pas comme ça. Je vous dis qui je suis. Est-ce que ça ne fait pas laisser... on se dit, est-ce que ce n'est pas une sécurité politicienne? Est-ce qu'il ne veut pas être péremptoire parce qu'il se dit qu'il peut se... Mais moi, dans mes réponses, je ne tranche jamais comme ça, de cette manière. Mais il y a des convictions pour lesquelles... Je viens de vous dire ma conviction à moi. Ma conviction à moi, c'est que je suis à la tête d'un parti politique. Je n'aime pas la facilité. Je ne suis pas un héritier politique. Je vais me construire moi-même. Est-ce que ça, c'est pas une conviction? C'est une conviction. Voilà. Mais elle ne répond pas à la question. Hein. Mais moi, je ne suis pas obligé de répondre à sa question. Moi, je vous dis qui je suis. Et ce que je veux. Ce que je veux, c'est que je suis d'une génération qui veut se construire. Qui veut aussi laisser ses traces. Je ne suis pas d'une génération qui saute facilement dans les bateaux. Non. Ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que je porte en haine le président Ouattara. Le président Ouattara est à la tête d'un parti politique. Il a ses militants. Exprimons la démocratie. Alors Charles Blé Goudé, pour sortir un peu de la politique ivoirienne, je voulais avoir votre regard sur la gouvernance Ouattara. Ça fait quand même un moment qu'il est là et comme vous avez dit, vous avez fait pas mal de temps hors du pays. Est-ce que vous avez été surpris de la Côte d'Ivoire que vous avez retrouvée? D'abord, pour comparer la gouvernance d'un chef d'État à un autre, il faut mettre chaque gouvernance dans un contexte précis. Le président Ouattara avait des partenaires extérieurs qui ont participé à ce qu'il soit là. Son échec, ça arrive à leur échec. Donc, ils ont mis des feux ouverts au niveau international. Parce qu'il fallait absolument qu'il réussisse. Bien sûr, on a vu, tout le monde a vu comment il est arrivé. Le président Ouattara est arrivé au pouvoir, avec le soutien de la France, de l'ONU, de tout le monde. Et donc, un tel régime, et la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays en Afrique de l'Ouest, il fallait faire en sorte qu'elle puisse avoir une assise économique, elle puisse avoir une assise au niveau de la transformation des grands travaux, de la réalisation des grands travaux. Vous reconnaissez qu'il y a eu une transformation, qu'il y a eu des projets infrastructurels remarquables. Oui, il y a eu au niveau de la macroéconomie, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, il y a eu beaucoup de réalisations. J'ai vu les ponts à Abidjan, j'ai vu des échangeurs, j'ai vu certaines réalisations. Ça marque la gouvernance du président Ouattara, n'a pas douté. Et ça le marquera à jamais. Il faut être aveugle pour ne pas le reconnaître.
Je le reconnais parce que demain, quand je gouvernerai, je serai heureux qu'on reconnaisse ce que moi aussi j'ai fait. Je ne suis pas de ceux qui nient ce que leurs adversaires ont fait, ont réalisé. Ça, c'est un pan qui a été fait. Il y a quelque chose qui n'a pas été réussi. C'est la page noire de notre histoire qu'il faut tourner avec beaucoup de courage. Et je pense qu'à ce niveau, beaucoup reste encore à faire. La réconciliation. La réconciliation. Et puis, moi, par exemple, je pense qu'il faut valoriser le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire n'a pas été que destructurée économiquement suite à la crise post-électorale de 2011-2010. Il y a eu que les valeurs morales ont foutu le camp. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est une plateforme de la drogue. Tout le monde en parle. Des véhicules volés en Europe qui se retrouvent ici. Il ne faut pas que notre pays ait une telle étiquette, une telle réputation. On doit travailler là-dessus. Parce qu'effectivement, avec la guerre que nous avons connue, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu espoir. Il y a eu beaucoup de valeurs qui ont foutu le camp. Il faut redonner aux Ivoiriens un pays de valeurs. Un pays où les valeurs ont une place. Ont une place. Où tout n'est pas que argent. Cela est important. Il faut repenser la Côte d'Ivoire, réinventer la Côte d'Ivoire au niveau moral. Deuxièmement, quand quelqu'un a été reconnu coupable de détournement de fonds, sa place, c'est en prison. Vous estimez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ça n'a pas été. Citez-moi un seul dirigeant qui a été reconnu coupable et ils ont juste perdu leur place. Donc il y a eu une sanction administrative. Mais après, on le retrouve dans les circuits. Et moi, je pense que cette gouvernance-là ressemble à de la mauvaise gouvernance. Là où il n'y a pas de sanctions, là où il n'y a pas de redevabilité, il y a un problème. Aujourd'hui, nous voulons remettre les valeurs au centre de notre gouvernance. Et cela compte beaucoup par rapport même à la crédibilité du pays, en rapport avec les partenaires extérieurs, mais aussi avec nous-mêmes. Il faut qu'on se réconcilie avec nos valeurs. Un pays où il n'y a pas de sanctions contre ceux qui détournent le bien public, c'est la porte ouverte. On a le petit voleur, le petit pickpocket, qui va aller croupir en prison pendant des années et des années. C'est vrai, on le sanctionne. Mais celui qui vole nos milliards qui appartiennent à tout le monde, pourquoi lui doit être en liberté? Je pense que sur ce coup, on a connu le président Ouattara comme un homme rigoureux. Mais là, sur ce coup, ça n'a pas bien marché. Pour le reste, moi, je le félicite pour certaines réalisations qu'il a faites en Côte d'Ivoire ici et qui font partie de son bilan. Mais je pense qu'au niveau de notre école, au niveau des mœurs, il y a beaucoup reste à faire. Alors, Charles Blé Goudé, qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux? Mal utilisés. Mais est-ce que c'est un instrument qui vous parle? Mais je suis sur les réseaux sociaux. J'ai un compte TikTok. J'ai un compte Facebook, Blé Goudé Charles officiel. Vous me voyez souvent dans mes chambres. Et je pense qu'il faut... Les réseaux sociaux ne sont pas un moyen de bagarre, de coups communs. C'est-à-dire, les réseaux sociaux n'ont changé personne. Hein. Ça n'a changé personne. Ça révèle juste ce que les gens étaient. Ils se bagarraient dans leur cour commune, on ne savait pas du tout. Ils se bagarraient dans la rue, on ne savait pas. Maintenant, ils se bagarrent là devant nous. Alors, et les gens font beaucoup d'abus dans l'utilisation des réseaux sociaux. Il n'y a plus de respect des uns des autres. Et quelqu'un à qui vous avez parlé aujourd'hui, demain il place sa caméra, il vous dit, voilà ce que tu m'avais dit hier. Tout cela, on peut faire autrement. Alors, je vous ai posé la question volontairement parce que nous avons une rubrique dans l'émission qui s'intitule Empreinte digitale, où nous allons sur les réseaux sociaux voir le comportement de notre invité sur les réseaux sociaux. Donc, je vous invite à découvrir cette rubrique tout de suite.
quelle est la présence de notre invité du jour dans les réseaux sociaux? Nous allons le savoir en passant au scanner, la vie digitale de l'homme politique ivoirien Charles Blé Goudé. Commençons d'abord par sa réputation numérique. Tapez sur un moteur de recherche Charles Blé Goudé et vous avez un éventail de résultats qui reflètent son image de patriote nationaliste. Acquitté par la CPI, mais toujours condamné en Côte d'Ivoire pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts, le natif de Niabrayo veut revenir de l'enfer pour briguer la magistrature suprême. À propos, il disait ceci sur RFI. J'ai toujours contesté cette condamnation que j'ai jugée politicienne. C'est une injustice à laquelle il faut répondre. Toujours au micro de Christophe Boisbouvier. Je veux représenter ma génération et je souhaite qu'on ne me prive pas de ce droit-là. Si le chemin qui mène à la présidentielle ivoirienne est encore parsemé d'écueils pour l'ancien général de la rue, son ambition est un secret de polichinelle, relayé toujours sur les ondes de la radio mondiale. Mon ambition de diriger la Côte d'Ivoire un jour n'est plus un secret. Adulé par ses compatriotes, ces derniers ne manquent jamais d'occasion d'en démontrer au fondateur du COJEP, quoique. Tu dois avoir honte. Vivre de la sueur des pauvres. Tu travailles quoi dans ta vie? Monsieur Charles Blé Goudé fait la politique avec la tête et non avec le cœur. Il sait ce qu'il fait. Un jour, il dirigera la Côte d'Ivoire si le jeu politique est franc. Un vrai zigoto, papé, tu es décevant, aucune cohérence. Guerrier des temps modernes, nous sommes fiers de toi. Allons avec ça jusqu'à la victoire. Le président Blé Goudé Charles officiel a beaucoup donné à la jeunesse de Côte d'Ivoire en signe de reconnaissance. C'est à nous de lui dire merci en le portant au pouvoir en 2025. Il ne doit plus parcourir le pays pour battre sa campagne. Il nous revient à nous, les jeunes, de le faire. Vieux, tu es toujours leader politique ou bien tu es maintenant de la société civile? Venons-en aux data de l'environnement digital de l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. Nous avons cliqué pour vous et voici l'essentiel des chiffres. Cliquons d'abord sur X, qu'il a rejoint en novembre 2019 et où il compte 14 500 abonnés. Ici, on dénombre plusieurs pages créées par Charles Blé Goudé. Son dernier tweet date du 2 décembre 2022. En 24 heures, il totalise 647 likes, 24 commentaires, 20 retweets. Notons qu'il a une moyenne estimée de 100 likes par tweet. Autre clic, Instagram, où Charles Blé Goudé a une communauté de 6307 followers. Il compte 62 publications seulement, qui le montrent dans plusieurs activités politiques et culturelles. Sa dernière publication est un visuel annonçant sa conférence de presse sur les élections locales dans son pays, datant du 21 juillet 2023. Cette publication compte 157 likes, 8 commentaires, 1 partage. Comme sur X, l'homme politique n'y est pas très présent. Troisième clic, YouTube. Celui qu'on surnomme le génie du Kpo n'a pas sa chaîne. Les recherches associées à son nom nous renvoient à un compte créé en juin 2005 par ses camarades de lutte politique et au traitement des médias internationaux sur son actualité. Nouveau clic sur TikTok où Charles Blé Goudé compte 226 200 abonnés et cumule 850 800 likes. Ces vidéos portent sur les extraits d'émissions télé où il est invité, sa vie politique et sociale. Sa moyenne de likes sur TikTok est estimée à 5000 likes par publication, mais hélas, comme sur Instagram, X et YouTube, Blé la Machette n'est pas très présent sur TikTok. Notre dernier clic, c'est sur Facebook, où les posts de Charles Blé Goudé portent sur ses discours, sur les meetings politiques et autres activités qu'il mène. Ici, l'homme politique a 2 pages. Il y a celle-ci qui compte 757 000 followers, puis cette page officielle qui totalise 115 000 followers. Les 3 dernières publications qui annoncent un entretien exclusif de l'homme politique sur son arrestation au Ghana affichent un total cumulé de 4 798 likes, 1443 commentaires et 1041 partages. En 72 heures, au moment où nous relevons ces empreintes digitales sur le méta, on peut affirmer qu'il publie en moyenne un post par jour et donc il est très présent sur Facebook. Ainsi, le scanner sur la vie digitale de Charles Blé Goudé dégage un constat clair. Il a une présence intermittente sur les réseaux sociaux en général et peut encore faire mieux. Charles Blé Goudé, votre vie est digitale, pensez-y. Voilà, Charles Blé Goudé, c'est votre empreinte digitale, une réaction? Bien, c'est un monde dans lequel je viens d'arriver. Voilà, comme vous le savez, je n'étais pas là. J'essaie de me réinventer. On ne rattrape pas en 2 ans une vie de 12 ans perdue. Et comme vous l'avez constaté, des milliers de pages qui sont ouvertes à mon nom. Et c'est une stratégie de mes adversaires
pour disperser mes followers. Alors, il y a un travail à faire. Il y a un grand travail à faire. Et tous ceux qui peuvent m'aider, je regarde votre caméra, je leur lance cet appel de m'aider à me reconstruire sur le plan digital. Parce que le plus important, ce n'est pas ma personne. C'est que le message soit dans un canal unitaire et qu'il puisse arriver là où il faut pour ne pas qu'on me prête des intentions. Parce que là, j'ai vu beaucoup de pages qui ont été présentées. Voilà, il y a des pages qui même sont la dernière publication qui a été présentée là où j'étais détendu, n'a pas eu 53 commentaires. Non, non, non. C'est bien plus que ça sur ma page officielle. Voilà. Mais ce n'était pas la bonne page qui a été indiquée. Et donc, c'est un monde où tout passe, tout peut se faire en votre nom, contre vous. Et j'essaie de me réinventer, j'essaie de m'organiser. Tout cela nécessite beaucoup de moyens que je n'ai pas au niveau financier, parce que mon compte est bloqué. Et puis, je viens d'arriver des prisons. Tant bien que mal, j'essaie de me reconstruire. J'espère que d'ici là, je pourrai réussir. Mais pour être honnête, pour quelqu'un qui vient d'arriver sur les réseaux sociaux, vous vous comportez plutôt très bien. Ça veut dire qu'il y a une autorité qui est établie. Moi, je cherche toujours à faire mieux. Moi, je cherche toujours à faire mieux. Oui, non, là, il faut faire mieux. Je pense qu'il y a un travail à faire, notamment pour éviter toutes ces pages, cette fausse page et tout. Il y a vraiment un travail à faire. Mais j'ai tout fait. Facebook refuse de certifier ma page. On m'a demandé un passeport au moment où je ne l'avais pas, quand j'étais à La Haye. Je suis venu, j'ai produit mon passeport, je fais tout, mais Facebook refuse. Ça, c'est un autre débat, Charles Blé Goudé, parce que malheureusement, ce ne sont pas nos instruments. Il faudrait que les Africains aient leurs propres réseaux sociaux. Tout à fait. Et on aura de moins en moins ce genre de problème. Parce que le nom Charles Blé Goudé, ce n'est pas un nom qui plaît à tout le monde. Donc vous verrez que vous n'êtes pas aussi lisse que certains Même ce qui est écrit sur Wikipédia. n'est pas de moi. C'est mes adversaires qui me dépeignent. Bien sûr. J'ai même attendu celui qui faisait le commentaire m'appelle même Blé la Machette. Oui, moi je m'appelle Charles Blé Goudé, moi je ne m'appelle pas Blé la Machette. Et c'est des expressions comme ça que mes adversaires voudraient qu'on m'appelle. Mais bon, ce n'est pas mon nom. Voilà. Et tout cela veut dire que je suis l'objet de beaucoup d'attaques. Mais ce que je note, le sujet Blé Goudé intéresse beaucoup de personnes. Il faut maintenant l'améliorer. Et je veux apprendre et je veux m'améliorer. Alors, dernière question sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu récemment, le gouvernement a décidé de dissoudre plusieurs associations. Et j'en parle parce que vous êtes forcément concernés, parmi lesquelles la célèbre FESI. Comment est-ce que vous avez accueilli ça, Charles Blé Goudé? D'abord, il y a eu le contexte dans lequel cette décision a été prise, un contexte de crime. Un étudiant qui a été tué. Moi, je ne peux jamais applaudir la mort d'un être humain qui en arrache brutalement la vie. Je ne sais pas du tout. Jusque-là, les enquêtes sont en cours. Nous attendons à ce qu'on nous livre les conclusions de cette enquête. Qui a tué cet étudiant? Toute la précipitation aussi qui a eu lieu dans cette décision interroge notre conscience et notre intelligence. Les étudiants s'entretuent, mais qui sont ceux qui se battent? Avant son arrestation, le secrétaire général de la FESI, en ce moment en prison, avait fait une conférence de presse une semaine avant pour dénoncer la circulation des drogues sur le campus. Avec des mains noires derrière, il a même parlé d'un élu proche du pouvoir en ce moment, membre du pouvoir actuel. Qu'en est-il maintenant qu'il est aux mains de la police? Nous voulons savoir tout cela. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Pourquoi un périmètre où il y a eu un crime pour lequel des enquêtes sont en cours, on vide ce périmètre-là de son contenu, c'est-à-dire les étudiants, qui sont des probables témoins, parmi lesquels pourrait même se trouver encore le criminel qui court. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Moi, je suis à des interrogations. Et je souhaite qu'on soit situé pour qu'on puisse solutionner ce problème-là qui concerne notre jeunesse et qui concerne notre école. C'est à cela que je suis. Alors, je posais la question parce que ça allait me donner un parallèle pour parler d'un ancien membre de la FESI que vous connaissez très bien, que vous avez rencontré, Guillaume Soro. Vous connaissez? Est-ce que vous avez des nouvelles de Guillaume Soro, Charles Blé Goudé? Pas plus que les nouvelles que nous avons dans les médias. Voilà. Pas plus que les nouvelles que nous avons dans les médias. Vous vous êtes plus parlé depuis, parce qu'avec son mouvement, il fait aussi partie d'une composante assez importante de la société politique ivoirienne. Mais bien sûr, Guillaume
mène une vie de clandestinité à un moment donné, et que toute ma vie, lui et moi, on a vécu des vies de clandestinité. Vos chemins se sont séparés à un moment donné. Et je sais comment c'est difficile de mener une vie de clandestinité. Quand quelqu'un est en clandestinité, ce n'est pas le bon moment pour parler avec lui. Parce qu'on peut même l'arrêter à partir d'un coup de fil qui vient de vous. Tout de suite, on vous accuse. Et moi, mon souhait, c'est que la crise qui a éclaté entre lui et son ancien mentor, le président Ouattara, puisse trouver un dénouement pacifique. J'ai été content qu'à un moment donné, les médias nous ont informés de ce que le fil avait été, le dialogue avait été renoué. Et c'est tout ce que nous souhaitons pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire et qu'il puisse faire ce qu'il sait le plus faire, la politique, puisqu'il puisse servir son pays, mais que tout cela se fasse dans un cadre pacifique. Il a travaillé le président Ouattara contre nous, à un moment donné. Aujourd'hui, nous ne voulons plus que les uns et les autres travaillent contre celui-ci ou celui-là. Tirons les leçons de ce que nous venons de vivre dans cette crise-là, et puis qui se réconcilient, et puis qu'on puisse avancer. Et qu'est-ce que Charles Blé Goudé répond à ceux qui rêvent de revoir Guillaume Soro et Charles Blé Goudé un jour? Est-ce que c'est possible? C'est un rêve. Vous voyez, c'est un rêve. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de rêver. Et en politique, tout est dynamique. Voilà, le président Ouattara, à un moment donné, était opposé au président Bédié. Après, on l'a vu ensemble. Après, on a vu le président Gbagbo et le président Bédié ensemble. On voit aujourd'hui le président Guillaume Soro qui parle avec le président Gbagbo. Et moi, Charles Blé Goudé, qui était le président Gbagbo hier, aujourd'hui, il ne m'adresse pas la parole. Tout est dynamique en politique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je ne suis pas un charlatan pour prévoir l'avenir. Seulement, moi, je tiens à des valeurs. Quand je dois me mettre avec un homme politique, qu'est-ce que nous avons en commun comme vision? Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que nous partageons comme valeur? Ce n'est que ça qui peut faire en sorte qu'on puisse se mettre ensemble. Alors Charles Blé Goudé, on va sortir de la Côte d'Ivoire, on a pris beaucoup de temps, parce que Charles Blé Goudé, c'est un panafricain. La preuve, c'est que le COJEP, comme je l'ai dit, c'est le congrès des panafricains pour la justice et l'égalité des peuples. Et pour entrer dans cette phase, nous allons prendre la dernière question d'un confrère. C'est un jeune confrère que j'affectionne particulièrement, Rémi Sabimana, qui travaille pour Al Jazeera. Donc je vous propose d'écouter sa question et d'y apporter des éléments de réponse. D'accord. La question s'adresse à M. Charles Blé Goudé. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont mis un terme à leur coopération militaire avec la France. Ils ont congédié également l'armée française de leur territoire. Le Tchad vient de leur emboîter le pas. Et le Sénégal a également demandé que les éléments français qui sont stationnés sur son territoire puissent partir. Dans une Afrique plus que jamais déterminée à obtenir sa souveraineté, est-ce que vous, Président, vous ferez pareil en Côte d'Ivoire? Demanderez-vous à la France de retirer leurs soldats stationnés en Côte d'Ivoire ou mettrez-vous un terme aux accords de coopération militaire qui lient la France et la Côte d'Ivoire? Merci. Merci. Vous voyez, déjà, ce qu'il demande est en cours. La France a déjà pris la décision de remettre sous gestion ivoirienne la base militaire française qui est en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le 43e BIMA. Les modalités sont en train d'être discutées avec le gouvernement actuel. Ce qui veut dire que les raisons qui avaient milité en faveur de la présence de cette base militaire en Côte d'Ivoire ne sont plus valables. On n'a pas eu besoin de se bander les muscles pour que ça arrive. Le temps que moi j'arrive, les modalités auront déjà été mais est-ce que ce n'est pas un subterfuge quand c'est la France qui prend l'initiative? Mais au moins, la décision est là. La décision est là que désormais, cette base sera maintenant sous gestion ivoirienne et que les soldats vont partir, qu'il ne restera que 100 soldats. Vous savez... 100 soldats, c'est pas rien. Oui, et ça, c'est maintenant. Le temps que moi j'arrive, je pourrais toujours discuter. Je dis, les contextes ne sont pas les mêmes. C'est sous fond de crise que le Niger, le Burkina et le Mali ont demandé
le départ de l'armée française. Moi, je l'ai fait avant eux. Personne ne peut me nier ça. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est clair. On peut pas. On sait que vous avez été l'un des tout premiers beaucoup en d'eau a Afrique de coulé l'Ouest. sous le pont. Oui. Et aujourd'hui, quand moi je rencontre les autorités françaises, je leur dis, adaptons les partenariats. Les mentalités ont changé. Les besoins ont changé. Les populations ont changé. Vous avez maintenant une Afrique décomplexée. Pour le faire, moi je propose du dialogue. Que nous parlions, que nous trouvions les modalités pour qu'on rentre dans un multilatéralisme. Mais est-ce que ce n'est pas justement le piège dans lequel on peut se retrouver? Parce que l'initiative prise par la France, c'est un peu comme les indépendances qui avaient été données. Faire semblant de décoloniser pour mieux coloniser, faire semblant de partir pour mieux rester. Est-ce qu'on n'est pas dans ce cas de ça, figure en Côte d'Ivoire? Ça, ce n'est plus possible en 2024. Parce qu'aujourd'hui, l'information part à une vitesse vertigineuse. Et ceux qui sont aujourd'hui en face comme des partenaires ont l'esprit ouvert. Vous venez de donner d'autres exemples qui ne sont pas forcément reluisants pour la France. Et je ne crois pas qu'elle en a besoin en Côte d'Ivoire. Pour cela, tout va se faire dans la sincérité en ce qui nous concerne. En ce qui me concerne, j'expliquerai qu'aujourd'hui, point n'est besoin des militaires en Côte d'Ivoire, à moins que ce soit pour d'autres raisons. On ne peut pas nier la présence des djihadistes dans le Sahel. La Côte d'Ivoire a été attaquée jusqu'au cœur de son système de tourisme, dans la station balnéaire de Bassam, dans les années 2014. Oui, mais est-ce que pour ça, on a besoin des militaires français, Charles Blé Goudé? J'arrive, s'il vous plaît. J'arrive. Même en Allemagne, il y a une base militaire française, américaine. Ça ne veut pas dire que les Américains colonisent l'Allemagne. Tout dépend du contenu du partenariat et des accords militaires qu'on signe. Il ne faut pas tout voir en mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que nous demandons, c'est qu'on nous laisse notre souveraineté. Les armées africaines doivent apprendre à se former elles-mêmes. Et cela dépend de la vision des différents leaders africains. Parce que, à compter sur les armées étrangères pour nous défendre, ça nous empêche de construire des armées militaires, des armées souveraines. Et à toujours compter sur les autres, finalement, on s'est fait harakiri. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Le président Bachar Assad comptait sur l'armée russe. En moins de 48 heures, il a chuté. Parce qu'à vouloir toujours compter sur les armées extérieures, sur le soutien militaire extérieur, on ne prend pas la peine de se doter d'une machine militaire souveraine, à laquelle on donne les moyens. Parce qu'avant tout, la sécurité fait partie de la souveraineté. La défense fait partie de la souveraineté. Le dire n'est pas rejeter un partenariat. Ce que je veux dire aujourd'hui aux Africains, apprenons à nous doter d'armées souveraines auxquelles on donne des moyens. Ça, c'est en tant que pays individuellement pris. Collectivement pris, il faut réussir à doter l'Afrique d'une armée qui puisse intervenir là où l'Afrique est en danger. Tant que ce n'est pas fait et que chaque pays se regroupe sur lui-même, nous-mêmes, nous dressons le terreau de la division, ce dont nos adversaires et ceux qui veulent nous exploiter pourraient donc profiter. Alors, pour répondre directement à la question de Rémi Sabimana, Charles Blé Goudé, président de la Côte d'Ivoire, il n'y aura plus un seul militaire français sur le territoire ivoirien. Non. Mais pour le faire, je ne me banderai pas les muscles. J'expliquerai aux Français pourquoi ça doit être ainsi. Et déjà, je salue ce qui est déjà engagé et que moi je viendrai pour parachever. Alors, parlons un peu justement de ce qui est en train de se passer en Afrique. Vous avez parlé notamment de l'AES, de ces pays-là qui aujourd'hui sont dans un vent de souveraineté incontestable, qui ont décidé effectivement de remettre en cause des choses qu'on pensait totalement acquises. Quel est le regard de Charles Blé Goudé sur ce qui se passe au sein de l'AES? Ça fait partie de l'évolution de la société. Tout à l'heure, je vous ai dit, Ousmane Sonko n'est pas l'ancien Premier ministre sénégalais. La jeunesse qui dirige aujourd'hui a d'autres besoins et l'accompagne dans cette volonté. Ce qui n'était pas le cas hier. Ce que je veux dire, même la mise en place de l'AES,
ne devrait pas être une catastrophe pour l'Afrique. Ça fait partie des dynamiques. Le fait que l'AES ait été mise en place n'est pas forcément une rupture. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. Ils ont clairement évalué ce qu'ils y gagnaient. Ils ont estimé que ce n'était pas dans l'intérêt de leur peuple d'être membre de l'Union européenne. Ils ont quitté. Mais quand ils quittent, il n'y a pas une rupture avec le reste de l'Europe. Des passerelles sont mises en place. Les différents dirigeants créent donc une table de négociation et puis des passerelles sont trouvées. L'AES peut collaborer avec la CEDEAO qui devient donc une autre organisation sous-régionale. Voilà ce que l'histoire nous enseigne. Seulement, nous réglons tout avec beaucoup d'émotion. Le monde aujourd'hui est un monde interconnecté. Quand vous dites nous réglons avec beaucoup d'émotion, vous faites allusion à quoi? Non, mais moi, j'ai écouté des gens dire non, il ne faut plus collaborer avec le Burkina Faso, il ne faut plus collaborer avec le Mali, il ne faut plus collaborer avec le Niger parce qu'ils sont dans l'AES. Ce n'est pas vrai. La France collabore avec l'Angleterre. L'Allemagne collabore avec l'Angleterre. Et vice-versa. Pourtant, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne. C'est ça, la responsabilité. C'est acté. Maintenant, qu'est-ce que nous mettons en place comme mécanisme? Parce que nous avons besoin les uns des autres. Et puis avant tout, nous sommes tous africains. Voilà. Alors, Charles Blé Goudé, ce sera ma dernière question, parce que le temps passe très vite malheureusement avec vous. Est-ce que l'unité de l'Afrique est quelque chose qui vous semble réalisable aujourd'hui? Unité en termes de trouver des intérêts communs, des objectifs communs. On est parti de Maastricht pour aboutir à l'Union européenne. Les barrières douanières et policières sont tombées au sein de cette union-là, qui est un marché commun. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. Donc un marché potentiel auquel il faut donner un pouvoir d'achat, des règles communes pour qu'on en fasse un marché commun, qu'il faut approvisionner, qu'il faut alimenter, qui peut être une force pour l'Afrique avant d'aller vers les autres marchés. C'est comme ça que les autres grandissent. Je pense qu'il faut des leaders qui ont cette vision-là pour que l'Afrique, demain, puisse compter dans le concert des nations. Tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique est un continent d'avenir. Tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique est une force avec laquelle il faut compter. Sous-sol riche, climat varié. Tout le monde y croit, sauf les Africains. Voilà où se trouve le paradoxe. Et je pense que cela est possible, que nous puissions avoir l'unité africaine quand on détermine des intérêts communs pour pouvoir compter dans le reste du monde. Charles Blé Goudé, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais vous laisser la caméra pour vos mots de fin. C'est un peu la tradition dans cette émission. Vous regardez vos caméras et vous parlez aux Africains qui vous regardent parce que c'est avec eux que vous aviez rendez-vous aujourd'hui. Moi, je suis un afro-optimiste. C'est-à-dire que je crois dans les capacités de l'Afrique, qui est riche de ses matières premières. Notre génération doit maintenant travailler à ce que l'Afrique soit riche de sa première matière. Je pose ici matière première à première matière. La première matière, c'est l'homme qui explore, qui exploite, qui commercialise, qui consomme, donc qui donne un marché et de la valeur à ce que nous avons. Il faut y travailler. Ne regardons pas toujours ce qui est beau chez les autres. Mon grand-père m'a dit, quand vous voyez un plat fumant, un plat délicieux sur une table, n'oubliez pas qu'il y a une femme que la fumée a frappé dans la cuisine. Ce que nous envions, c'est le résultat de l'esprit des autres. C'est le résultat du travail des autres. Travaillons à compter. Pas travailler à accompagner toujours les autres. La souveraineté, elle coûte cher. L'indépendance, elle coûte cher. Quel désert es-tu prêt à traverser pour aller de l'autre côté de la rive? C'est-à-dire là où se trouve le bonheur de l'Afrique. C'est à nous de le faire. L'Afrique, par les Africains, pour les Africains. Sans forcément rejeter les autres. Restons ouverts, mais restons nous-mêmes. Bonsoir.
Merci beaucoup Charles Blé Goudé. Madame, Monsieur, merci à vous. Nous étions en compagnie de Charles Blé Goudé, le président du COJEP, c'est le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Prenons rendez-vous très prochainement, toujours sur Vox Africa, avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Cette émission vous a été offerte par SAR Assurance Côte d'Ivoire.